Allez, c'est parti. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là et merci à Philippe d'avoir accepté de participer ce soir. Donc, Philippe, moi, je tiens à te dire double merci parce que finalement, c'est un commentaire sur un de mes posts qui m'a permis d'être entré en contact avec toi. Et j'aurais jamais cru que ça déboucherait à cette séance ce soir. Et j'ai vu passer des vidéos depuis quelques années de ton travail, de ta pratique, et j'ai découvert plus sur toi avec toutes les questions qu'on m'a posées et les discussions que j'ai pu avoir depuis que j'ai annoncé cette séance. Et du coup, voilà, je suis très content de te recevoir et merci beaucoup pour ça. Eh ben, c'est moi qui te remercie. L'opportunité, oui, comme tu dis, c'est sur un commentaire, voilà, un commentaire, oui. C'est ça. Pourquoi? Et, et du coup, pour en apprendre plus, déjà pour moi et puis pour d'autres pratiquants qui te connaissent peut-être pas autant, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu? Je pense ça pourrait tenir une bonne partie de l'heure, mais voilà, c'est pour mettre un peu tout le monde sur le même pied d'égalité. Ton parcours, un peu tes expériences. Bon, donc je commence l'aïkido en 82. Je voulais, il y a une petite bio qui est sur moi sur Internet où ça fait rigoler les gens, mais j'étais passionné par le feuilleton Kung Fu avec Karadine, sans connaître l'histoire derrière, mais bon. Et donc, dans mon idée, là où j'étais, je me voyais bien prêtre guerrier. Donc, moi, j'étais un petit peu. Et donc, je voulais faire du kung-fu. Je voulais faire du kung-fu et enfin, mon métier dans le sens, je voulais faire que ça, quoi. Et j'ai rencontré un gars, enfin, mon grand frère un jour m'a dit, il avait un copain à lui qui faisait de l'aïkido et ça faisait 2, 3 fois qu'il se faisait opérer des genoux, etc. Et puis là, j'ai dit, bah, du coup, c'est ce que je veux, alors, c'est bon. C'est le mec qui se fait défoncer, donc j'y vais. Et donc, il y avait un club d'aïkido à côté de chez moi, et donc j'ai commencé en 82, octobre 82, avec Patrick Simon, un professeur d'Île-de-France très très compétent qui m'a emmené jusqu'au troisième dan. Enfin, après, je suis parti. Donc ça, c'est voilà. Simultanément, je pratiquais le full contact, donc l'époque des jogging brillants. À la mode un petit peu américaine. Mais c'est exactement ça. C'est la mode américaine. Il n'y avait pas encore les couilles dans les jambes. Voilà. Donc ça, c'était cool. J'ai commencé la boxe avec ça. Ça fait un moment que qu'on chicorait avec les frangins, qu'on tournait un peu euh, dans la ville avec une association de jeunes. Voilà. Et puis ensuite, bon, l'aïkido, voilà, 3 premières années en dilettante, où mon professeur me tannait, mais quand je raconte, je dis j'ai eu le tort, mais en fait, j'ai eu raison de dire que je voulais en faire mon métier, que je voulais être professionnel, et donc il m'a pas lâché, il m'a pas lâché. Donc 3 premières années, moi, c'était en dilettante, et puis à un moment, j'ai lâché. Quand j'ai lâché, c'est parti pendant 7 ans. J'ai coutume de dire 364 jours par an. C'est une bonne moyenne. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Mes autres disciplines, j'ai fait du karaté, j'ai fait pendant 5 ans avec Abdi Jalani, du Shotokan. On Mhm. échangeait en cours particulier. De lui, il me faisait un cours de karaté, et puis la fois d'après, je lui faisais un cours de Iaido. Donc c'était D'accord. cool, ça durait un moment. J'ai rencontré Christian Close et Jean-Pierre Levorato en stage. Donc ils m'ont fait découvrir Kaze Sensei. Ça, c'était une rencontre. Il y a des rencontres marquantes dans la vie, un budoka, et ça, c'en était une. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la boxe thaïlandaise en faisant du grappling. Mhm. À 40 ans, j'ai dit stop, je vais l'arrêter. J'ai arrêté tous les cours en me disant, bon, je vais avoir 40 ans ou j'ai 40 ans, je ne sais plus. J'ai encore un peu de caisse et ça va pas durer tout le temps. Donc si je bouge pas maintenant, donc j'ai arrêté. Et puis pendant 6 ans, j'ai tourné un petit peu partout. Et c'est là que j'ai rencontré mon boss. Je me suis fait recruter par un boss pour la sûreté. D'accord. Voilà, il m'a recruté pour ça, pour former les gars en sûreté. Donc il m'a appris le métier. Et puis ma spécialité, c'est maîtrise des personnes violentes. Sur le papier, c'est marqué ça. Donc mes modules, c'était ça. Et qui continue encore aujourd'hui. D'accord. Et du coup, parallèlement à ça, le Yaido est arrivé au milieu de tout ça? Le Iaido est arrivé très vite. Mon professeur m'a ramené du Japon un Yaito que j'ai toujours. Et puis il m'a dit, tu commences le Iaido genre demain. Enfin, il m'a dit, tu feras les stages, tu iras voir Tiki Chewan en stage. Donc, D'accord.
Et donc en 85 ou 87, j'ai rencontré Tiki à l'Esnevin. Mhm. Et puis pareil, 7 ou 8 ans, j'ai suivi 7 ou 8 ans sans qu'il m'adresse la parole. C'était l'époque, on va dire. Tu fais tes preuves, tu fermes ta gueule et puis quoi. Mais bon, ouais. Ah, ok. Ouais, donc en fait, le Iaido et l'Aïkido ont été commencés quasiment en même temps Ouais, finalement. oui, 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 oui. Mm. Ok. Et du coup, autre thème dont on va parler ce soir intéressant, c'est la calligraphie qui est venue alors à quel moment dans tout ça? La calligraphie, elle est venue. Moi, j'ai déjà, toute ma jeunesse, je voulais faire l'école Boulle. Mon rêve, c'est faire l'école Boulle à Paris, le truc des arches. Bon, même si je ne comprenais pas bien ce que c'était, mais c'était le plan. Et donc, c'était pas possible, je ne le faisais pas. Donc, j'ai suivi des cours pendant un moment, place des Vosges, des cours de dessin. Et puis à la maison, je faisais énormément de dessins à l'encre de Chine. Des dessins avec des milliers de traits, composés de milliers de traits, ça fait un peu figuratif, etc. Et donc, par rapport à l'aïkido, j'ai dû entendre parler de Pascal Krieger, je ne sais plus comment ça s'est passé. Je gigotais déjà avec des pinceaux, mais bon, voilà. Et puis, je me suis lancé. En quelle année? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Je pense qu'il y a au moins une Mhm. vingtaine. Et donc, j'ai suivi ses cours, les stages qu'il organisait. Et puis, avec mon ami Sylvain de Bourgogne, on y allait une fois par an ou 2 fois par an, je ne me souviens plus. On partait le mardi, on faisait le cours de Yai chez Pascal, et puis on terminait la soirée par la calligraphie, puis on rentrait, puis voilà. Et ça a duré le temps que ça a duré. Mais j'étais un mauvais élève. Pas, En calligraphie? ouais, pas sérieux, pas sérieux. Je suis pas sérieux. Mais pour Ah. tout, pour tout. Eh ben, en tout cas, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de disciplines et un sacré parcours. Ça- ouais. Et du coup, je reviens un petit peu, on va parler parce que il y a pas mal de personnes qui m'ont posé des questions sur justement comment tu arrives à gérer la pratique de l'aïkido, du yai. Et avant tout ça, au vu de toutes les disciplines que tu pratiquées, finalement, pourquoi l'aïkido et le yai sont restés un peu les deux qui ont été tout au long de ta vie? Euh, on va dire que c'est une question d'éducation. Donc, bien avant de finir mes études, je disais à mes parents que je voulais faire ça, et mes parents me disaient, tu fais ce que tu veux, mais d'abord tu passes ton BTS. La ligne, c'était le BTS. Et donc, j'ai fini mes études, en gros, j'ai pris la décision de continuer. Pour moi, les 7 premières années, et cette année d'études avec mon professeur ont été très dures, Mhm. à tout point de vue. J'ai été formé magnifiquement, comme vous pouvez le voir, mais c'était très, très dur. Le point de rupture, c'était j'ai commencé à me blesser et donc ces blessures n'étaient pas prises en compte par mon prof, qui D'accord. lui-même était déjà blessé de la même manière. Donc, quand tu dis très dur, c'est très dur physiquement. C'est Physiquement, une psychologiquement, pratique. Ok. c'était pris, on va dire, allez, c'était pris à 80% l'ensemble. Mais il y avait pas, entre guillemets, il y avait peu de médias, on va dire à l'époque, et donc les visions que je me faisais avec mon film de prêtre moine guerrier, etc., ça m'allait quand même. Et je me disais, il est hors de question que j'arrête. 100 fois, tu te dis, j'arrête, j'en peux plus. Donc, juste à cause de ces décisions, j'ai dit, je continue. Et puis ensuite, tu en fais ton métier, les choses sont comme ça. L'art que tu pratiques est merveilleux, tu le fais, je ne saurais pas te dire. Ok. Ah, bah, c'est bien ça. Et au final, l'aïkido, bah, maintenant, quasiment 40 ans plus tard, quoi. Ouais, Toujours. oui, oui, oui. Et Comme au premier jour, je pense que l'aïkido, c'est un truc de merveilleux. L'aïkido dans son âme. mhm. Et donc, vas-y. Vas-y, vas-y, j'écoute. Je prépare ma question. L'aïkido dans son âme, ça veut dire, c'est comme s'il y avait une sorte, une coquille, et puis, enfin, une coquille ou un œuf, et à l'intérieur, il y a un feu qui brûle. Donc, moi, c'est ce feu enfin, mon moi ressent ce feu, sans pouvoir le définir ni jurer de son existence, mais il le ressent. Et donc, autour, la forme, c'est ce qui permet de rester connecté par la pratique à cet hypothétique feu que je ressens. Donc, c'est pour ça que même après 40 ans,
Et je vais pas parler de désillusion, mais de retour de retour à une certaine vérité par rapport à ce qu'est l'aïkido dans sa pratique. Je perds pas la flamme. J'adore ce truc pour ce qu'il représente au fond. D'accord. Et justement, enfin, cette question, c'est, je reprends ce qui a marqué a priori sur donc maîtrise des personnes violentes. Oui. Enfin, tu as fait du full contact, tu as finalement eu des pratiques assez dures et voilà, du grappling. Et, est-ce que l'aïkido t'a permis finalement de développer ou tempérer cet autre côté alors, de ta vie professionnelle ou de ta personnalité ou je sais pas comment dire, mais voilà, quelle balance avec l'aïkido finalement qui est un art martial, mais qu'on mettrait pas comme art martial numéro un peut-être pour maîtriser les personnes violentes ou voilà, pour toutes ces situations un peu de vie quotidienne justement. Parce que au début de la pratique, on me l'a vendu comme ça. D'accord. Et donc, je me rappelle, je me souviens plus des noms des gars, mais il y avait des costauds, des camionneurs, je me rappelle d'un camionneur. Et donc, à chaque fois qu'on tentait de faire les mouvements, ça marchait pas, quoi. Mais pendant des années, on m'a vendu ça. Comme l'aïkido, c'était l'art martial ultime. Donc, je pars avec cette base-là. Pour moi, le reste autour, de toute façon, il faut aller se friter. Donc, où est-ce qu'on va se friter? D'accord. Bah, ça me rappelle un petit peu les histoires du tout premier professeur que j'ai eu, Serge Merlet, qui pareil avait commencé l'aïkido enfin, il y a des années et des années, et qui expliquait que l'aïkido était justement ce côté un peu magique par rapport aux autres arts martiaux, et à l'époque un peu supérieur, un peu, voilà, ça permettait de résoudre des conflits que le judo ne lui permettait pas ou que d'autres choses ne lui permettaient pas. C'est et Ok. il y avait ce côté, très très martial qui était développé, à toute cette époque également. Mhm. Mais Et du coup, dans le Iaido, qui est une pratique beaucoup plus solitaire, heu, ou alors peut-être avec moins, en tout cas, de pratiques à 2, est-ce que ça t'a permis de compléter quelque chose que tu avais pas trouvé dans l'aïkido ou d'aller au-delà, d'approfondir les choses? la base des choses, c'est que j'avais ces deux pratiques. Enfin, d'autres pratiques à côté que je cachais à mon professeur, mais j'avais ces deux pratiques. Je ne prends pas les choses comme. J'ai pas choisi comme un complément. Les deux étaient là. D'accord, Le lien ou les liens, ils sont faits toujours avec le même film. On fait du yai, on doit sortir le sabre, et pour couper quelqu'un. Donc, les 8 premières années, j'allais voir Tiki, je faisais les stages d'été, donc c'était la Colle-sur-Loup, c'était le dernier, ça. Donc là, il y avait un premier, entre les deux, il y avait Toulon. Ensuite, il y avait le stage de Genève en décembre. Et puis ensuite, j'étais tout seul toute l'année. Donc j'avais les miroirs à l'université à Paris-Dauphine. Et puis 2 fois par semaine, je faisais le Iaido devant le miroir toutes ces années-là, tout seul. Mais encore une fois, il faut comprendre que dans ma tête, il y a toujours ce film. Toutes ces années, il y d'accord, a un film. C'est-à-dire, je représente ce que pourrait être l'utilisation ultime de ce que je suis en train de faire. Et ma vision, OK. elle passe par là. Tout en tentant de respecter autant au plus proche les formes comme enseigne, bien entendu. D'accord. Et et du coup, voilà, c'est alors, dernière question, j'en avais discuté avec, Gaëtan en privé, et le Jiu-Kempo par rapport à l'aïkido? Ah, ça, c'est un gros truc, ça. C'est Il faut rester positif. Jukempo, euh, donc après la calligraphie, par où je commence. Le truc que je raconte, mais qui maintenant est un peu usité, c'est de dire que le système d'apprentissage avec l'aïkido Metamura, lui bloquait tout le monde. Mais bloquer, c'est premier degré. On sait que c'est pas bloqué pour bloquer. Et donc, ce qui m'affolait, c'était de voir que les gars en dessous, en fait, comment tu peux bloquer l'autre systématiquement et être une poupée un instant d'après dans les mains d'un autre. mmh Et je vois bien que dès qu'il y avait un accident dans la pratique, en fait, les basiques de la pratique explosaient.
j'ai rarement vu, mais peut-être que j'ai pas eu l'occasion, mais dans mes expériences, j'ai rarement vu des personnes réagir normalement face à quelque chose qui survenait comme un accident, mais qui devait être normalement résolu par la technique qu'on nous enseignait. Mhm. Et donc, Jukenpo, c'était lié, ça a commencé avec ça. Je voulais faire de l'accident la base de ma pratique. D'accord. J'ai toujours dit que ma pratique ne fonctionnait pas. Ça veut dire que comme elle fonctionne ma base et ça ne fonctionne pas, je ne suis pas déçu. C'est la normalité. Et quand ça fonctionne, donc j'ai une sorte de petit truc magique qui arrive. Donc je n'ai que du bonheur à pratiquer. Le normal, ça ne fonctionne pas. Je ne suis pas surpris, je ne suis pas frustré, je ne suis pas embêté. Et puis quand il y a un truc magique qui se passe, c'est magnifique. D'accord. Donc je Et, compose. Vas-y. et du coup, tu as développé, Oui. on va dire, une approche un peu différente. Oui, mais comme je te dis au début, l'histoire de ce feu intérieur, dans mon esprit, je, j'arrivais à concevoir les éléments fondamentaux de l'aïkido, en dehors de la Mhm. technique. Et donc, D'accord. pour moi, ces éléments fonctionnent. Ils sont, ils, sont, ils sont justes et applicables. Mais la technique d'aïkido, pour moi, empêche, ou empêchait, je ne sais pas comment dire, ou empêche la réalisation de ces concepts. Et Jukenpo, c'était de dire on va garder ces concepts et on va les vérifier et les pratiquer avec l'accident. L'accident, c'est une discipline en dehors de la pratique de l'aïkido. D'accord. Donc les bases de Jukenpo, à la base, c'est la boxe, donc le pied-point, grappling, et puis la lutte un petit peu, et donc pour les transitions. D'accord. Oui, on va dire reprendre un petit peu toutes les influences aussi que tu as pu avoir et retrouver, Forcément, et mise au concept de l'aïkido et au concept que tu as finalement travaillé tout au long de toutes ces expériences. oui, mais jamais au premier degré. Ça veut dire que quand on fait de la boxe en Jukenpo, on ne fait pas de la boxe comme on fait de la boxe. La boxe, c'est un support pour développer quelque chose. Mhm. Le truc que tout le monde a, c'est la surréaction. La surréaction, c'est un réflexe que tout le monde a naturellement face à une situation qui lui apparaît comme surprenante, inattendue, etc. Aujourd'hui, l'art martial pratique doit normalement enlever ça. Et je n'ai D'accord. jamais rencontré un mec à l'aïki, mais c'est pas manquer de respect. Il faut vraiment, d'accord, Oui, oui, oui. non, mais c'est un peu, pour pas, après on va me dire que je suis arrogant, etc. Donc, j'ai pas rencontré tout le monde. On va dire, j'ai pas souvent rencontré des mecs qui réagissaient normalement à une situation surprenante. Et à chaque fois Oui. que on est un gars avec on mettait les gants, toujours c'est le gant, on va dire, ou la situation au sol, ce qu'elle représente crée une surréaction à cause de ce qu'elle représente. La situation présente n'est pas prise en compte. Et ça Mhm. s'apprend. Il faut du temps, et ça s'apprend. Tout à fait. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un débat que j'ai eu avec certaines personnes en privé dernièrement. J'ai lancé la question, y a-t-il des compétitions en aïkido? Juste pour voir un peu la réaction des gens. Et certains, au-delà de parler de compétition, j'ai eu des retours sur le regret justement de ces entraînements sous stress un petit peu pour travailler ces réactions ou ce manque d'entraînement plutôt euh, qui laisse le pratiquant dans un dojo un peu, on va dire, hein, dans son cocon. C'est les mêmes personnes, les mêmes pratiquants, les mêmes choses, les mêmes rites, et finalement plutôt chercher à faire baisser le niveau de stress, faire baisser l'incertitude. Et c'est vrai que ça, il y a pas mal de pratiquants qui trouvent que c'est quelque chose qui n'est pas et qui se perd ou s'est perdu dans l'aïkido aujourd'hui. Oui, 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 je vois ça comme ça, oui. Mhm. Si, on va dire le discours. Si tu établis que ta pratique veut enlever ce stress ou veut créer du bien-être, etc., il faut le dire. Il faut le dire clairement. Je dis à chaque fois, moi je fais comme ça. Ensuite, tu choisis. Mhm. Ça t'intéresse, tu restes. Ça ne t'intéresse pas, tu ne restes pas. La problématique, c'est que quelle que soit la pratique en aïkido, le mot ou la notion art martial est toujours présente. Elle n'a jamais disparu. La notion d'attaque est toujours présente. Le mot attaque est toujours présent. Mhm. Donc, du coup, on a tous des mots qui sont identiques avec des pratiques différentes et
avec des résultats plus ou moins. Je ne suis même pas sûr que la pratique de l'aïkido dans sa forme. Donc pour moi, c'est toujours été. Si on est clair sur le discours, mon discours, c'est ça, il faut que tu présentes ça. C'est ça, c'est Et ça. aujourd'hui, tout de suite, maintenant, pas dans 30 ans, tu dis pas à un mec, ok, l'art martial c'est ultime, comme on m'a fait croire, mais ça me va, mais l'aïkido c'est un art martial ultime. Aujourd'hui, en gros, travail, tu verras dans 30 ans, tu l'auras. Mais dans 30 ans, le discours est le même et la forme est la même. C'est ça, Moi, ce qui c'est me gêne pas, c'est effectivement. assumé, mais c'est pas assumé. Ah oui, mais malheureusement, c'est ça souvent entre le décalage entre on va dire les mots et la présentation. Alors, on va pas dire marketing ou commercial ou peu importe, mais la façon de présenter la discipline est réellement ce qu'on peut trouver sur le tapis et de façon effective. Ouais, ouais. Simplement quand on va voir quelqu'un et qu'on lui demande d'accord, mais ce que vous présentez ou ce qui est présenté, pourquoi? C'est dans une voilà, est-ce que c'est pour, un éducatif? Est-ce que c'est, et déjà là, il peut y avoir des grands vides entre les mots et ce qui est fait. Oui, 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 oui. Et du coup, voilà, ça me renvoie à une question suivante par rapport au Jukempo. Dans le Iaido, donc, on m'a signifié, alors là, j'y connais pas grand-chose, donc cette question vient clairement pas de moi. On m'a signifié que pareil, tu avais mis en place et tu avais développé des katas, Oui, dont, alors je sais pas si c'est un kata ou une séquence ou quelques katas, c'est la série. voilà, dont je te laisserai prononcer le nom parce que je t'ai envoyé. Yawaseru. Voilà. Et du coup, on me demande plusieurs choses. C'est qu'est-ce que signifie Yawaseru et pourquoi ce besoin ou cette envie de développer ses propres katas? Déjà, je suis un créatif. Yawaseru, ce sont les mêmes kanji que Iai. Ce sont les deux mêmes kanji que Iai. Après, il y a de la conjugaison. Je ne parle pas japonais, donc j'ai trouvé cette définition dans le Nelson. J'avais préparé le bouquin, mais j'ai pas, la caméra ne fonctionne pas, c'est dommage. Donc, D'accord. il y a Yawasu et Yawaseru. Et donc, la traduction qu'il me donne, c'est happen to be present. Donc, et donc, j'ai demandé à un ami, Marco, sa chérie, enfin, il étudie le japonais, puis il est marié avec une japonaise, et donc il m'a dit, OK, Yawaseru, c'est une expression qui est très peu utilisée au Japon, mais qui exprime la rencontre avec une notion comment on dit, fortuité, comment on dit, fortuite, Fortuite? fortuite, cette notion-là. Et donc, au début, j'étais pas choqué, mais bon, très rapidement, je me suis dit, OK, c'est cool. La notion de rencontre fortuite, c'est exactement ce que le IA est censé nous transmettre. Ça veut dire une réaction à une situation surprenante, inattendue, et avoir une réaction juste. Avec forcément, un dégainage rapide, une réponse, et puis ensuite, on continue son chemin. Donc, je lui dis, c'est bon, je ne me suis pas gouré, je garde, je consolide. Et mon intention avec le yai, c'était le yai, c'est chiant. Donc ça, c'est la OK. Enfin, c'était C'est déjà un constat. C'est merveilleux. Dans le yai, c'est merveilleux, mais dans la forme, c'est chiant. J'ai eu la chance de faire j'ai été initié au Kyudo. Enfin, et donc, je pensais que le yai, j'étais au top du truc chiant. Non, le Kyudo, c'est plus grave. d'accord. Ah, Non, le Kyudo, il y a des histoires qui, enfin, alors, mythe ou légende, qui disent que voilà, la première année, on apprend à s'habiller et avant de tenir un arc et une flèche, il faut quelques années à regarder, à méditer. Voilà, je te donne comment dire, pas mon ressenti, l'anecdote sur le Kyudo. C'était vraiment une expérience cool. Donc, je suis parti, j'ai fait mon stage pour la journée. Le matin, ils te donnent un élastique. C'est un truc comme pour faire les garrots, pour piquer. d'accord. Ou comme un lance-pigot, je ne sais pas. Et donc, cet élastique, as la main, dans la main gauche, tu as le bâton, puis tu as l'élastique qui tient, et la main droite, tu tires, et donc, il y a le placement. Au niveau utilisation du corps, c'est extrêmement intéressant. Enfin, on va pas en parler là, mais il y a plein de notions magnifiques là-dedans et très, très intéressantes. Mais donc, toute la matinée, tu es avec ton lance-pigot, tu tends l'élastique, et puis en mec normal, tu te dis, je vais le lâcher pour faire un peu de bruit. Non, tu ne lâches pas. Donc, tu le redétends, et puis ça dure et ça dure. Ensuite, il y a le placement du corps.
s'asseoir, se relever, et puis on te fait bien comprendre de toute façon je- rien de ce que je dis ne représente une critique, d'accord? Je suis j'ai beaucoup d'humour et donc je prends les choses légèrement, j'exprime légèrement. Il n'y a jamais de jugement sur ce que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est en gros, tu sais, t'arrives pas à tendre un élastique, qu'est-ce que tu nous racontes? Parce que toi, tu te dis, tu vas tirer à l'arc. Parce que de l'autre côté, il y a les initiés, ils sont en train de lâcher des flèches à 30 mètres dans le gymnase. Toi, tu es dans ton coin en train de tendre ton élastique, tu le relâches pas et ça dure et ça dure. Et donc voilà, à la fin de la journée, il y a le professeur, c'est en Ile-de-France, un grand professeur, un maître, quelqu'un de renom dans le judo, mais franchement, je me rappelle plus de son nom. Et donc, voyant que je galérais pas trop, il me dit, c'est bon, tu vas tirer une flèche. C'est bientôt la fin du stage. Ouf, ouf. Et donc, il te donne l'arc, il te donne la flèche, et puis ensuite tu passes encore quelques heures ou je peux 1 heure ou 2 à tu places ta flèche sur ton arc, tu fais ton mouvement et puis tu détends, etc., etc. Sachant que dans la journée, tu as une première étape où on te met l'arc dans la main gauche, la flèche dans la main droite, et tout simplement tu te lèves et tu t'assois. Ça dure un bon moment. C'est le truc, le travail au corps. Tu as tes deux outils, mais jamais ils se rencontrent. D'accord. Si tu reviens à ça, c'est bon. Et à la fin, quand j'ai lâché la flèche, il m'a mis à environ, on va dire, aller à 60 centimètres d'une cible. Donc, tu tends l'arc, tu tends la flèche et tu lâches. Et donc, elle a juste le temps de quitter l'arc et puis donc elle se plante juste à côté, quoi. Et puis ensuite, fin du game, tu rentres chez toi. Et l'initiation était finie. L'initiation était finie, ouais, ouais, ouais. D'accord. Franchement, si t'es pas prêt ou si t'as pas été un peu frustré par ta pratique avant ça, il faut le faire volontairement. La culture japonaise, il dit, il faut apprendre, il faut faire step by step, quoi. Ouais. Donc, Bah, là, ça ressemble quand même à un bon film de prêtre guerrier où l'enseignement se passe à répéter oui, la même chose pendant plusieurs mois. un truc de méditation où ça dure des heures, des jours, des semaines. Bon. Et donc le yai, c'est quand même plus vivant que ça, mais bon, rébarbatif quand même, rébarbatif. D'accord. Ce serait le côté homoté, le côté visible. Bien entendu, Mhm. on ne met pas en doute le fond de l'exercice. Iawaselu, c'était, je me suis dit, je vais filer aux gars qui viennent faire le yai ou plutôt ceux qui ne veulent pas faire du yai, je vais les attirer au yai en leur montrant quelque chose de festif. Je dis festif. Et donc, je crée des katas festifs qui représentent ce qu'on attend pour le yai, donc des mouvements rapides, des mouvements tournants, des dégainages rapides, rengainages rapides, des trucs. Et le truc, c'est que dans chaque kata, il y a un fondement que le yai classique enseigne. Oui, mais je pensais qu'il Mhm. allait moins se montrer. C'est bon? On est toujours là? Oui, 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 je t'entends, je t'entends. Donc, il y a un fondement que le yai classique enseigne. Mais tu les apprends, enfin tu les ressens rapidement, tu les ressens rapidement. Donc tu apprends quelque chose de fondamental que le yai est censé t'apprendre, mais avec une forme plus festive. Donc je ne sais pas si j'explique bien les choses. Mon Oui, premier kata, oui. le kata d'Iawaselu, c'est je mets la notion que je vais mettre, c'est un kata qui est rapide, bout en bout. Enfin, de toute façon, ils sont tous à peu près rapides là-dedans. Donc c'est un kata où tu bouges, où le débutant, il prend même son bokken et il va s'éclater avec ça. Et le kata est censé vendre les séquences, phase par phase. Je crois que Ok. toi, tu es de Iwamariu. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc l'autre fois, j'ai écouté ton interview que tu faisais d'un expert, et donc vous parliez de ça. Donc c'est ce sens-là. Ça veut dire qu'on respecte les phases. Mais la Mhm. forme qu'on te donne, elle t'empêche en tant que débutant de respecter ces phases. Et le fait de ne pas respecter ces phases, en fait, c'est créer ton plaisir à pratiquer. Et Et donc, une fois que tu t'es éclaté avec ça, gentiment, tranquillement, on va commencer à expliquer que le brouillon que tu es en train de faire avec lequel tu t'éclates est en fait composé de différentes notes. Mhm. Donc, on te fait juste, on te montre, on te fait juste écouter ces notes. Et puis ensuite, donc voilà, ça c'est pour le premier. Le deuxième kata, c'est un kata qui prend en compte le poids de ton sabre. Ça c'est un truc qui est arrivé avec le Ryushin Shoshin Ryu, Mhm. où ils ont des sabres extrêmement légers, mais qui sont absolument adaptés à leur pratique. Et donc, en fonction du katana actuel, le mouvement que tu peux faire, ça ne va pas être le même. Donc, mon deuxième kata, c'est un kata qui prend en compte l'inertie du sabre et l'utilisation du poids du sabre, ce dont on ne m'avait jamais parlé avant.
On te met un sabre dans les mains, tu fais ton truc, et puis le rythme que tu peux donner et la force que tu peux développer est lié également à ton sabre. Donc le deuxième prend en compte. Mais pareil, c'est pas lisible dans le kata. Le troisième kata, c'est la dynamique, la continuité, la fluidité. Donc ce qui est rigolo, c'est que ce mouvement fluide, en fait, il est difficilement réalisable dans le kata. Mais bon, il donne la fluidité. Et puis le quatrième kata, c'est avec Pascal Krieger, on a tous les aikidoka qui sont allés voir Pascal Krieger pour le Jo ont appris à leurs dépens qu'il est fondamental que le sabre prime quand tu coupes. En aikido, on fait un truc, on faisait quelque chose qui est global entre le corps et le sabre. Il y a un mélange des deux. Il y a pas. Moi, je parle de la notion de junjo, la séquence. Et donc, en fait, tu peux faire. Il y a le sabre devant, il y a le sabre après, et puis il y a le sabre en même temps. En dehors de ça, il y a rien à faire d'autre. Seulement le contrôler, c'est un exercice. Et donc le Yai Tikishowa nous a toujours vendu le sabre prime. Pascal Krieger, en judo, le sabre, il doit primer. C'est vital pour la pratique. Et donc, tu es en Seiza, je ne sais pas si tu vois le premier kata de Muso Shinenryu, Shorato, tu as déjà dû voir ça, en Seiza, en dégaine horizontale, en coupe verticalement. Mhm. Et là-dedans, l'idée, c'est il faut des années, et qu'on te l'apprenne pour dire que ton sabre commence. Donc, tu commences à tirer le sabre, et l'idée, c'est que le poids de ton sabre, tu es en train de travailler sur tes quadriceps pour te lever, et là, l'idée, c'est de dire que ton sabre doit t'emmener. Mais c'est illisible physiquement. Et donc, mon quatrième kata, à la première répétition, te fait ressentir physiquement que ton sabre t'emmène. Donc là, il n'y a même pas la vidéo. Donc pour moi, c'était magnifique. Oui, finalement, ces séquences de 4 katas, alors je ne sais pas si on a Il y en a eu plus. 7 ou 8. Ok, alors du coup, ils permettent de mettre des éléments que toi, tu as ressentis peut-être des années après, Oui, d'entrée de jeu, pour celui qui manierait le Yaito, qui commencerait le Yaido. oui. D'accord. Et là où j'ai été rassuré, quelque part, mon rêve, c'était de dire, OK, tu fais faire ces katas-là, et puis le gars, en 6 mois, il a les concepts que tu as mis 20 ans, 30 ans à apprendre. Mais dans la réalité, non. Dans la Oui. réalité, non. Ça prend le même temps. Oui, oui, bah, disons, comme tu dis, ça peut permettre peut-être de garder les pratiquants euh, plus longtemps ou de les accrocher plus rapidement pour qu'ils puissent étudier ensuite. Oui. Mhm, mhm. Donc, c'est une série que je balance pour les débutants, ceux qui viennent pratiquer. Et puis, les anciens aiment bien également pratiquer ça. Comme tu dis, c'est un peu festif. C'est un peu festif. Oui, j'ai fait un petit peu de Katori, enfin voilà, rien de une année, enfin 1 ou 2 ans. Et c'est vrai que la pratique du yai est très très codifiée. C'est autant pourtant, je pratique un aïkido très détaillé, très codifié, mais là, voilà, la pointe du sabre, le pommo, la tsuka, qu'est-ce qui vient avant, qu'est-ce qui vient après, on se lève maintenant, on descend. Tout est à une raison et tout a une chronologie. Et c'est vrai que pour 3 mouvements, il faut longtemps. Oui, 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 oui. C'est donc c'est un peu festif, on crame des mecs. Voilà, Ah, c'est Sandrine. petit commentaire de Sandrine a priori. C'est la dingue de Camelot. Salut Sandrine. On crame pas ce. Et ouais. Et du coup, dans cette pratique du yai, j'ai reçu une question qui, par rapport au yai et à l'aïkido, est-ce qu'il y a des différences, par exemple, dans la position du corps, dans la position des pieds? Du coup, ce soir, j'ai découvert que tout avait été travaillé à peu près en même temps, dès le départ. Mais est-ce que tu as vu des choses voilà, qui à un moment donné t'ont demandé plus de travail parce que les pratiques s'éloignaient, ou alors tu as au contraire cherché à les rapprocher? Non, 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 je voulais surtout pas et j'ai jamais voulu rapprocher les pratiques. D'accord. Le piège, c'est la synthèse. C'est ce que Tiki parle de buffet. Tu vas manger, il y a un buffet, tu manges plein de trucs, puis à la fin, tu as le ventre rempli, mais tu sais pas ce que tu as mangé. Donc, moi, je ne veux pas mélanger. Alors, irrémédiablement, tu finis par mélanger les choses. C'est le même corps, c'est le même esprit qui bosse. Mhm. Donc pour moi, c'est des positions différentes dans des pratiques différentes. Je me tue à dire que si tu es boxeur, tu vas dans un cours de karaté, tu ne prends pas ta garde de boxe
Si tu es aikidoka, tu vas dans un cours de karaté, tu ne prends pas tes gardes d'aïkido, etc. Donc, si tu vas à un cours de yai et tu es aikidoka, tu ne prends pas sankaku comme position, tu prends la position qu'on te demande de prendre. Donc, les hanches de face, le yai moderne, c'est les hanches de face avec un seul opposant. Et Mhm. puis, par exemple, avec Kuroda, les positions des pieds sont absolument différentes parce qu'elles prennent en compte des adversaires multiples. Mais tu fais ce que la discipline demande de faire. C'est tout. Être perturbé par ta pratique, par ton autre pratique, je suppose que c'est normal, mais il faut le savoir. Et donc, savoir faire taire, juste pratiquer. Tu pratiques, tu fais ton avis, et puis voilà. Il ne doit pas avoir de mélange. Et du coup, c'est intéressant. Alors, j'avais cru entrevoir dans un échange avec d'autres personnes que tu avais soit suivi enfin, de près ou de loin, on va dire, ou plus ou moins longtemps, l'enseignement de Maître Kuroda. On parle de Kuroda Tetsuzan, c'est ça? Oui, oui, oui. Et justement, alors, l'aïkido, on va dire, et le iaido, bon, peuvent être deux arts différents, mais quand on parle de pratique du sabre, finalement, entre le iaido, qui est une pratique du sabre, et la pratique du sabre de Kuroda, est-ce que le corps n'a pas plus de difficultés avec le même outil dans les mains à complètement changer? Euh, si tu te dis que, comment dire, tu décides de rien, là, quand tu pratiques le yai avec Tiki Shewan, comment dire, ce que tu dois être est imposé par Tiki Shewan et la pratique du moment. Mhm. Donc l'incapacité ou la difficulté à prendre une position adaptée à la pratique du moment, c'est juste un manque, c'est juste, enfin, je sais pas comment dire, c'est une pratique. C'est une Oui, pratique. oui, et ça se peaufine, voilà, les katas aussi vont faire que la pratique va changer Oui, oui. finalement, va mouler Après ça. toutes ces années de yai avec Tiki Shoban, Tiki, un des premiers stages à S9 il avait fait un test. Vraiment, j'étais nouveau. Et donc, on était tous en Seiza. Et puis, il parlait enfin, bon, il lève la main, il dit, OK, vous levez la main. On était en Seiza. Et quand moi, je vais dégainer, et au moment où vous me voyez, ou quand vous me voyez bouger, vous tapez votre main sur votre cuisse. Et vous me direz où est-ce que mon sabre était. Et donc, il fait l'exercice, on tape sur la main, et moi, quand j'ai tapé sur la main, son kisaki venait de quitter le fourreau, il était à peu près à hauteur d'épaule. C'est-à-dire qu'il n'avait pas réellement commencé à couper. Donc, c'est bon, voilà. Et ensuite, on inverse l'exercice, mais au moment, quand lui, il lève la main, et puis qu'on y va quand on veut, quand il tape, on a à peine les mains sur la tsuka. Donc, ça veut dire que même la pratique du Yavetiki, ce n'est pas une pratique qui est rapide. Physiquement, c'est pas une pratique qui est rapide. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ça apparaît comme, enfin, je sais pas comment on dit, je sais pas comment je pourrais dire ça. Malgré tout, c'est rapide. C'est lent, mais c'est extrêmement rapide. Mais ça, on dit souvent ça en plus aussi de l'aïkido. C'est finalement quelque chose qui n'a pas besoin d'être rapide, alors physiquement ou comme on attendrait de la vitesse quand on parle d'un sprinter ou quelque chose comme ça, Oui. Mhm. mais qui finalement, en étant dans un temps presque parfait, est fluide ou rapide et donne cette impression de vitesse. Le gars dégaine lentement devant toi, et puis quand tu as la main levée et tu tapes sur ta cuisse, finalement, il est quasiment déjà dégainé, il est prêt, t'es menacé. Tu te dis, c'est pas normal. Et donc, quand je suis allé voir Kuroda en 88 et 89, j'ai fait les 2 années, j'ai fait le stage de Kuroda à Paris. C'était Claude Sauvageau, un gars du judo qui l'invitait. Mhm. Et donc, la première fois que je vois dégainer, je me dis, j'ai la vision devant moi de ce pourquoi je suis venu au Yai. Ça veut dire, D'accord. avec l'idée du yai, ça veut dire le cow-boy avec le colt et puis dégainage rapide, tu tires, tu rengaines. Mais physiquement, c'était ça. C'était l'opposé du travail de Tiki, l'opposé de la vision du travail de Mhm. Tiki. Et donc, pour moi, c'était merveilleux, comment dire, l'opportunité de pouvoir travailler physiquement ce que je voulais faire. Mais ça n'a jamais bousculé dans ma tête ce que je faisais avec Tiki. D'accord. Ce qui n'a pas été le cas pour un nombre incalculable de gars qui sont tombés
enfin bon, il y a eu des mauvaises réactions vis-à-vis des pratiques classiques. D'accord. Bon, ça c'est des Ouais. débats. La France. Et, et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui, par rapport à ça, alors avant de revenir un peu sur la calligraphie, parce que j'ai quelques questions, mais qu'est-ce qui aujourd'hui continue euh, te motiver finalement dans l'aïkido, dans le yai? Tu as développé tes propres exercices, tu as voilà, différentes choses. Et aujourd'hui, par rapport à cet enseignement, cette professionnalisation, cette passion, qu'est-ce qui continue 40 années après de te dire, voilà, c'est toujours cette passion qui m'anime et quel bonheur. Comment dire ça? Ouais, des mauvaises raisons. Je sais pas, je ne sais pas. J'ai envie de te dire l'ego, un ego démesuré, toujours à vouloir avoir raison, être décalé des autres, sentiment que tu es sur la bonne voie et que les autres merdent. Enfin, bon, tu comprends au montage, ça ou pas? Ah oui, 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 ça c'est. Non, Mais, mais, mais c'est bien, ça, c'est une réponse qu'il faut dire des fois. je dis, ma dernière bataille, c'est celle que je suis en train de mener maintenant, que j'ai commencé il y a quelques années, c'est la mise en œuvre. Mhm, Je travaille sur, ça veut dire, je crois à la technique d'aïkido, j'utilise la technique d'aïkido en sûreté, professionnellement. mhm. D'accord. Ce qui nous manque en aïkido, c'est la mise en œuvre. Ça veut dire il faut, de mon point de vue, trouver une solution pour quitter le. Si je te dis, enfin, pas à toi, mais si je dis, je l'ai souvent dit, je dis, OK, je demande à un pratiquant, s'il te plaît, montre-moi Nikyo. Mhm, Donc la personne, OK, accepte, donc prend un pratiquant, et puis lui dit, vas-y, attaque-moi Shomenuchi, ou vas-y, saisis-moi l'épaule. Et à ce moment-là, il fait un déplacement, il saisit la main, il fait Nikyo. Et je lui dis, donc, si on ne peut pas sortir de cette construction, Nikyo n'existe à partir du moment où tu as Shomenuchi et tu as Katadori. Alors, Shomenuchi et Katadori et le déplacement que tu vas utiliser n'ont absolument rien à voir avec la torsion de poignet, avec Nikyo. Donc, du coup, la notion si on prend, évidemment, c'est péjoratif de dire que Nikyo ne représenterait qu'une torsion de poignet, on est d'accord. Donc, c'est un abus de langage, ok? ah, d'accord. Cette application, du coup, tu cherches dans ton enseignement de plus en plus on va dire, faire euh, sortir un petit peu de ce carcan purement attaque, réponse. Et une attaque qui n'est pas lisible. Moi, Ouais. enfin, tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas ce que c'est que ces attaques Shomenuchi culturellement. Je ne sais pas. Si tu me dis culturellement un point dans la tête, ça me parle. Quoi. Non, mais ça nous parle à tous. Mais si on dit attaque au sabre, défense au sabre, tu es dans la rue, tu es dans la capitale avec ton sabre, ton daisho à la ceinture et tu te défends. C'est un film dans la tête. C'est du virtuel. Je ne sais pas ce que c'est. Ça, ça, je suis assez d'accord. Et je suis assez d'accord pour dire aussi, par rapport à ça, il y a le côté un peu fantasme de l'art martial et de la culture du samouraï dans l'aïkido qui pervertissent un petit peu l'élément martial de tout ça. Attention, il faut pas, comment dire, il faut pas négliger, il faut pas. Si c'est le but, si c'est un de tes buts, c'est bien ce fantasme de l'art martial et de la culture, etc. Il y en a beaucoup qui pratiquent l'aïkido, les arts martiaux pour la culture japonaise, pour l'histoire du Japon. Ah oui, 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 ça, je dis pas pour la culture, je dis que le côté martial et art martial ne se cache que sous des raisons de fantasme samouraï, en fait. Parce Oui, que, enfin, je me oui, souviens de discussions il y a quelques années par rapport à l'école Iwamario, etc., par rapport à des pieds glissés ou des pieds un peu plus hauts. C'était deux, on va dire, deux enseignants un peu d'Iwama, ça. Et il y en a qui parlaient parce que sur les champs de bataille, on levait les pieds pour marcher par-dessus les corps. Et, et voilà, ce genre de petite réponse, oui, enfin, voilà, c'est le un peu too much, quoi. oui. Kaze Sensei disait le talon au sol, la puissance, tu la tires du talon au sol. Donc le talon est au sol. Et quand il tapait dans le gymnase, tout le gymnase vibrait. Et ensuite au kendo, on me dit si ton talon est au sol, tu ne peux pas avoir de puissance. Ouais, ça c'est. Donc si tu n'es pas bien dans ta tête, tu.
C'est là où c'est intéressant de voir que finalement, avec toutes les expériences et toutes les contradictions que tu aurais pu entendre, parce que finalement, ça aurait pu être contredit d'une discipline à une autre. Aujourd'hui, avec les différents katas que tu développes, tu cherches ces concepts communs et c'est finalement ce fil conducteur depuis le début. Oui, 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 je crois, oui, oui. Et du coup, par rapport à tout ça, la calligraphie, euh, comment aujourd'hui tu la vois? Pareil, comme une façon de poser, comme tu continues la calligraphie, Je me suis remis il y a peu de temps, il y a quelques mois. Je me suis remis sûrement avec leur connerie là, de trucs qui traînent, là, je sais pas quoi. Donc, du coup, ça m'a peut-être donné un peu plus de temps. Je me suis décidé à me relancer dessus. La calligraphie, donc déjà, ça me permettait de mettre des images et des explications sur les noms en aïkido, en iaido, etc. Mhm. Donc, j'ai découvert plein de choses, plein de choses, grâce à la calligraphie, sur les kanji japonais, les explications. Le truc bateau, c'était de dire Tekubi, c'était le poignet, le coup de la main, et puis Kubi, c'était le coup, et tu fais plein et donc ça te donne mécaniquement, ça te dit ou ça t'explique ce que tu fais. Donc ça c'était bien. Ensuite, comme je te dis, moi je faisais du dessin avant, la calligraphie, je trouvais ça magnifique. C'était une autre corde à mon arc. Et puis ça permettait de réaliser le Bunbuichi de Musashi, etc. Donc la guerre et puis les lettres. Donc ça permettait de compléter. Donc c'est toujours bien. Voilà. D'accord. Et alors, est-ce que tu aurais un livre de référence sur la calligraphie à conseiller pour qui souhaiterait soit commencer, soit... Pour la technique, c'est le Kanji Tokana. D'accord. C'est con, j'ai pas, enfin, j'ai pas la caméra, mais moi j'ai commencé avec ce bouquin, il est extrêmement clair. Alors on parle pas de style de calligraphie, mais par contre les kanji sont dessinés vraiment clairement et l'ordre des traits pour le faire sont marqués avec les explications. Donc moi j'ai commencé avec celui-ci. Après en deuxième bouquin j'ai pris le bouquin chinois. Une des bibles c'est le Nelson. Mhm. Pour tout ce qui est traduction, c'est énorme. Et puis j'ai beaucoup de dico chinois avec des formes, avec voilà, je pioche dedans. Pour la calligraphie, moi j'ai utilisé ça. Bon, D'accord. pendant plusieurs années, c'est Pascal qui, on avait les devoirs, donc il disait ce que tu travaillais, il faisait les modèles, et puis tu tentais de refaire, et puis il corrigeait, et puis tu refaisais, et puis ça, D'accord. Ah ouais, et du coup, alors, tu parlais un peu de la période où tu t'es remis à la calligraphie ces derniers temps. Du coup, ça, c'est un peu la question qui revient à chaque séance pour tous les intervenants. Le Iaido, c'est la chance d'avoir une pratique un peu solitaire, la calligraphie. Voilà, comment dans cette période, un peu loin des tatamis, tu t'occupes de ta pratique ou tu continues pour toi à pratiquer? je pratique peu, je pratique peu, non, on va dire, je pratique très très peu. D'accord. En dehors du boulot là, donc je pratique dans ma tête, je prépare la suite, je prépare mon concept de Jukampo, la version militaire de Jukampo pour la mise en œuvre des techniques. Ça, je bosse dessus. D'accord. Je Ok. prépare à la sortie, je proposerai ça. Des Ok. stages, Dans la continuité de l'aïkido ou pour quelque chose à côté, plutôt professionnel ou... les deux. D'accord. Ok. La forme convient aux deux. La forme convient aux deux. L'idée, c'est de développer, c'est de lister. J'avais pris comme, enfin, le support, c'était un des supports, c'est l'airsoft, donc les armes Mhm. longues, les armes courtes. Et l'idée, c'était de dire que quand tu prends, on va pas dire une balle, parce que une bille, quand tu es touché et quand les choses c'est fait, tu peux pas discuter. Il y a pas de, comment est-ce qu'on va dire j'ai pas le mot pour dire. On peut négocier un petit peu, oui, mais là, parce que nanani, non, c'est instantané et c'est foutu. Mhm. Et ce qu'on ne retrouve pas, où on peut se trouver plein d'excuses dans le travail à main nue. Tout à Donc, fait. Les fameux oui, mais si. c'est ça. Donc, le travail de la séquence, le fait on peut te vendre pendant des années que c'est important que ton sabre soit devant et que ton corps soit derrière, ça reste du virtuel tant que tu n'as pas été touché par quelque chose qui venait de cette erreur-là. Et en aïkido, en dehors des petits coups de bokken dans les mains,
mais qui ne change pas la construction mentale. Donc, ce qu'il faut, c'est quelque chose qui détruise ça et qui construise derrière. Donc, arme longue, arme courte, le couteau, le bâton et le travail à main nue. D'accord. Ah oui, donc au final, pas de pratique, mais beaucoup de recherche et Oui, de projets à développer pour la suite. oui, oui. Ah, c'est bien ça. Alors, est-ce que, voilà, dernière question, on va dire, avant de laisser la main un petit peu aux autres. Par rapport au yai et à l'aïkido, alors la calligraphie, je mets un petit peu de côté. Il y a un débat qui revient, il y a des questions qui reviennent souvent et qu'on me pose souvent. C'est comment tu vois par rapport à ces arts martiaux, alors plus ou moins traditionnels, suivant si c'est une école spécifique ou l'aïkido, mais le développement futur, voilà, on entend partout que voilà, les dojos sont fermés, le nombre de pratiquants au retour risque d'être un peu moindre qu'il y a un an. Et voilà, toi, quelle est ta vision par rapport à tout ça de l'aïkido? Alors, comment je vais dire ça? Il faut que je contrôle mes mots. Le nombre de pratiquants baisse. Ce qui est proposé à la pratique ne va finir par ne concerner que des personnes qui sont intéressées par la culture japonaise ou Le côté plus philosophique peut-être ou... oui, oui, oui. Les recherches des fédérations, enfin des fédérations, en tout cas de ma fédération, c'est toujours comment est-ce qu'on va faire pour ramener du monde autour. Mais si toi, tu es responsable, tu as un éventail technique à ta disposition, cet éventail technique, aussi bon soit-il pour la pratique actuelle, ne ramène personne. Et si on te dit ce que tu dois faire est quelque chose que tu ne sais pas faire, tu dis quoi? Je m'en vais, je laisse la place? Non, je crève en poste. Je crève avec la Fédé. Donc moi, je vois ça C'est... comme ça. Je vois ça comme ça. Mais je suis pas inquiet, triste ou quoi. Le fait, c'est que la réponse, enfin, mais moi c'est subjectif parce que c'est ce que je pense euh, pouvoir redonner les titres de noblesse avec des guillemets. Je vais passer pour un Oui, gros. oui, À l'aïkido, il faut que tu aies des outils pour le faire. Si tes outils, depuis toutes ces années, je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons, ils m'ont formé, ils sont très bons, mais aujourd'hui, ils ne ramènent pas du monde avec le MMA qui arrive en France, les millions de médias qu'il y a sur YouTube, etc. Tu peux voir. Donc, comment tu attires les jeunes là-dedans? c'est ça. Sauf par un C'est... petit jeune passionné par l'histoire du Japon et la culture médiévale japonaise. Sinon, qu'est-ce que tu lui vends? Que l'aïkido est un art martial pour ton bien-être, etc. Fais du tango, tu vas apprendre le rythme. Oui, et c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport le MMA vient d'être autorisé il y a quelques mois, Les premières compétitions ont commencé, oui. et ils ont rejoint la fédération de boxe, il me semble, pour la première année où ils C'est la sont... boxe qui prend, oui, oui, oui. Et c'est vrai que c'est des disciplines qui mettent au niveau marketing, au niveau communication, au niveau visibilité, voilà, des atouts en avant pour une certaine tranche de population que l'aïkido ne peut pas concurrencer pour le moment, ne veut peut-être pas, Ne peut mais pas. voilà, Enfin, pour moi, je dirais ne veut pas parce que ne peut pas. d'accord. Quand je dis, il y a eu une dernière réunion il y a peut-être 2 ans où j'étais avec la Fédé. Donc la question c'était est-ce qu'on fait rentrer, ils voulaient faire rentrer, faire de la self-défense dans l'aïkido. Et donc en Ile-de-France, il y a quelques stages qui se font avec la Ligue. Mais il faut l'outil pour faire la self-défense. C'est pas juste modifier, c'est pas dire quand tu prends le poignet, tu vas lui tordre, tu vas lui faire mal, ou je sais pas. Il faut des outils pour le faire. La position, si on prend Nikyo, toujours Nikyo, on s'en fout de bouger les pieds, d'être Oura, etc. Il faut dans la seconde maximum où la main, où tu touches la main, il faut que le gars soit par terre. C'est ça. Et ça, c'est une chose que, on va dire, un discours que je défends assez, c'est peu importe l'objectif qu'on donne à l'aïkido, finalement, sa vision, c'est au moins être raccord dans les outils qu'on propose par rapport à cette vision. Waouh. C'est, quelle qu'elle soit, que Ouais. ce soit une voie spirituelle ou la voie martiale ultime, etc. La seule chose, c'est essayer d'avoir les outils et par rapport à ça. Et là où, alors, pareil, à mon sens, aujourd'hui, il y a un décalage, c'est entre ce qui est annoncé et les outils que les gens ont pour ça.
Oui. Et c'est là où, comme voilà, je rejoins ce que tu dis, c'est les outils. Est-ce que les outils existent? Et les outils, ils existent. C'est est-ce qu'on connaît les outils? Oui, ou enfin, Ouais, ils pour moi. existent, mais est-ce qu'on les a dans, voilà, dans les murs, on va dire, de notre propre discipline? Et on est bien d'accord que là, moi, c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui utilise les mêmes mots que moi, donc c'est cool. Mais est-ce que c'est ce qu'on veut? C'est comme si, oui, est-ce que moi, mettons que moi je veux ça, mais si la Fédé ne veut pas ça, si la majorité ne veut pas ça, donc quelle est notre position pour imposer ce chemin? Ah, ça, je vais, alors, en toute honnêteté, on va dire, c'est une question que je me suis jamais trop posée, sachant que j'ai moi-même jamais appartenu à une des deux fédés délégataires. Donc, c'est vrai que ce côté-là, j'ai jamais eu cette question à me poser par rapport à ça. Mais effectivement, Voilà, effectivement, je suis serein, vraiment, quoi que l'on fasse, comme tu dis, l'important c'est qu'il y ait le REI, la logique, la cohérence entre ce que tu c'est dis ça, et c'est quoi que tu ça, fasses. Ça me plaît pas, je reste, je prends ma cotise ou je vais ailleurs, c'est tout. C'est tout. exactement, Et dans le exactement. monde, les dojos, moi je veux rien imposer, je veux rien imposer. Le peu de monde qui vient, qui me suit, qui a la gentillesse de venir participer à ce que je propose, Alors, je vais finir là-dessus, après laisser la main. Mais alors, par rapport au peu de monde, je tiens à préciser que c'est la séquence Zoom où j'ai eu le plus de sollicitations. Donc voilà, que, que tu le saches quand même. cool, cool. J'ai dû envoyer j'ai pas compté, je me suis arrêté hier, Ouais, mais j'ai dû envoyer les codes à plus de 80 personnes sans aucun souci. tant mieux. Donc voilà. Je vis,